Gérard Mériot s'entretient avec des membres du conseil d'administration du Club des Hôtels de Lourdes dont le président est Hervé Janson. À ses côtés se trouvent Gilles Font, François Destandeau et Pierre Durand. Ils représentent la majorité des hôteliers de Lourdes, soit 90% des établissements locaux. Ils parlent des enjeux et des défis auxquels est confrontée la profession hôtelière lourdaise. Nous sommes avec des membres du conseil d'administration du Club des Hôtels de Lourdes, dont le président est Hervé Janson. À ses côtés se trouve... Bonjour, Gilles Font, trésorier et hôtelier également. Bonjour, François Destandeau, moi je suis le secrétaire du club et je suis également directeur de l'hôtel Astoria Vatican. Bonjour, Pierre Durand, donc je suis membre du bureau du Club des Hôtels de Lourdes, hôtelier, hôtel Notre-Dame de la Sarthe. Allez, ils représentent tous là, la majorité des hôteliers de Lourdes, écoutés auprès des administrations, collectivités locales, chambres consulaires et tous autres organismes administratifs et économiques. Nous avons préparé des questions pour mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels est confrontée la profession hôtelière lourdaise, dont l'activité en découle, dans une grave crise économique. Comment l'hôtellerie est-elle parvenue à sortir de cette crise ? Avez-vous été accompagné ? Très bon point. Effectivement, je crois que c'était important de rappeler la profondeur de la crise qui nous a touchés et la durée de cette crise. Il y a deux choses, profondeur et durée. C'est-à-dire que ça a duré 3 ans, cette crise, pour nous tous ici à Lourdes, et nous avons été la place hôtelière française la plus touchée pour une raison principale. Le marché de Lourdes dans nos hôtels, c'est un marché de groupe, et c'est un marché mondial, donc avec le Covid, ça faisait mauvais ménage, donc on a été très touchés. Je peux rappeler quelques chiffres pour illustrer ce propos. En 2020, l'activité hôtelière a eu une baisse de 90% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. En 2021, moins 80% par rapport à 2019. Et en 2022, moins 40% par rapport à 2019. Ce qui veut dire, quand on parle de profondeur et de durée, on est vraiment dans ces deux notions qu'il faut retenir. Alors, bien évidemment, on a tous bénéficié des aides de droit commun que les entreprises ont touchées, c'est-à-dire les fonds de solidarité, les coûts fixes, les PGE, et effectivement, ces aides ont permis à nos entreprises de rester en vie. Quand vous faites moins 80, moins 90% de chiffre d'affaires sur une telle durée, vous êtes normalement mort. Et donc ces aides nous ont permis de survivre. Et alors on a pu effectivement, on a organisé pour ça, on va dire un lobbying assez important pour pouvoir être pris en compte dans nos spécificités à cause de notre marché. Notre organisation professionnelle, le GHR, ex-GNI, à travers son président Didier Chenet, a joué un rôle absolument central pour nos entreprises ici à Lourdes. Et beaucoup d'autres se sont impliqués, comme la Chambre de commerce et d'industrie, à travers son président François-Xavier Brunet, qui s'est beaucoup impliqué pour le sauvetage de nos entreprises. Donc aujourd'hui, toutes ces aides qui ont été absolument, encore une fois, vitales pour la survie de nos entreprises ont été là. Donc nous sommes là. Et par contre, nous avons en face de nous un mur de dettes maintenant à rembourser. C'est-à-dire qu'on a été aidé, mais il faut rembourser maintenant toutes ces aides. Et donc, c'est le nouveau sujet sur lequel nous sommes. Mais en résumé, donc, on est sorti de cette crise, hein, donc la perspective est plutôt bonne, mais on a devant nous beaucoup de choses encore à régler, notamment ce sujet de la dette qui plombe un bon nombre d'entre nous au niveau de nos engagements. Quelle analyse portez-vous sur la saison 2023 qui vient de s'achever donc ? Dans quel état se trouvent les opérateurs ? Envisagez-vous l'avenir avec confiance ? Alors effectivement, à contrario 2023, c'est l'année de la reprise. Voilà, on va la classifier comme telle. C'est une année de reprise et nous parvenons globalement en termes d'activité au niveau des chiffres de 2019. Globalement. Mais il y a des évolutions qui émergent en fait dans ces chiffres-là et où des constats que nous partageons tous ensemble avec nos collègues. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour illustrer ce propos ? C'est quelque part, on a constaté qu'il y avait beaucoup moins de malades qui venaient que les années antérieures, anté-Covid, 2019, donc moins d'hospitaliers,
et ça le sanctuaire en parle très très bien, hein, c'est un constat qu'on partage tous. On a observé aussi, et ça c'est un point important, une très forte croissance de la clientèle individuelle et familiale. On a observé aussi une forme de forte croissance de petits groupes qui viennent ici à Lourdes par les professionnels du tourisme, qui jouent un rôle important. Et puis, on a aussi dans nos modèles économiques un point plutôt intéressant, c'est qu'on a pu répercuter l'inflation, en tout cas en partie, dont nous sommes victimes. Je vous rappelle qu'on vend beaucoup de restauration, que l'alimentation a fortement augmenté puisqu'on parle d'une inflation de 25%, et sans parler bien sûr des coûts d'énergie qui sont devenus absolument prohibitifs. Donc ça, il y a eu une bonne réaction des entreprises pour pouvoir les répercuter partiellement aux clients. Et tout ça, bien sûr, c'est un travail qu'on a pu partager avec nos collègues, donc il y a eu une approche assez collective du sujet. Et ce qu'il faut aussi retenir comme constat, c'est qu'il y a des destinations qui ne sont pas encore revenues au niveau d'avant. Il y a un certain nombre de marchés, comme l'Irlande, par exemple, on en parlait l'autre jour. Les Irlandais qu'on avait avant le Covid ne sont pas tous revenus. Donc, tout ça pour illustrer ce qu'on avait dit d'ailleurs au moment du Covid, c'est que le retour à la normale, en termes de nombre de chambres, si je puis dire, reviendrait en 2024, on avait même dit 2025. Vous voyez ? Donc, en résumé, 2023, c'est le redémarrage. Donc, on sort de cette période terrible qui nous a touchés, dont on parlait tout à l'heure, mais il y a encore un chemin important à parcourir pour retrouver une solidité qu'on espère tous retrouver en 2024. Quelle est votre relation avec le sanctuaire? Travaillez-vous sur le développement avec eux? Alors, nos relations avec le sanctuaire sont excellentes. On travaille effectivement beaucoup avec eux, et je vous rappelle que d'ailleurs, c'est ce qu'on aime à se rappeler entre nous, c'est que s'il n'y avait pas de sanctuaire, il n'y aurait pas d'hôtel à Lourdes, ou si peu. Donc aujourd'hui, effectivement, nous nous sommes mis à disposition du sanctuaire, et très concrètement, un groupe de travail sanctuaire hôtellerie a été constitué pour agir sur des sujets en commun. Chacun à sa place, mais effectivement, on a des points qui nous touchent tous ici, sur lesquels il faut travailler. Exemple, les individuels. Ces individuels dans nos établissements arrivaient bien souvent en disant c'est où la grotte ou c'est où le sanctuaire. Donc on leur disait comment s'y rendre et qu'est-ce qu'on fait là-bas. On ne sait pas trop répondre. Donc là, on a mis en place avec le sanctuaire un flyer, comme on dit, un dépliant, dans lequel il y a un QR code qui est remis donc à nos visiteurs individuels et qui permet à ce client individuel de connaître à travers ce QR code la programmation du jour et les différents points de rendez-vous qui sont donnés. Donc ça, ce sont des choses concrètes sur lesquelles nous allons tous ensemble travailler. Et nous avons d'autres projets sur lesquels on reviendra dans le futur, sur lesquels nous allons travailler. Voilà. Concernant le PAL, le plan Avenir Lourdes, avec le club, vous vous êtes personnellement impliqué sur ce sujet. En constatez-vous des effets ou des résultats? Alors, sur le PAL, effectivement, comme vous le dites, nous sommes fortement impliqués. Dès qu'il y a eu cette opportunité, nous avons même fait des propositions qui, à l'époque, n'ont pas été retenues, notamment sur le sujet du développement et de la commercialisation, mais dont acte. Cependant, on ne peut que soutenir ce projet, qui est on l'a résumé comme ça, un vaste plan d'urbanisme dont Lourdes est bénéficiaire potentiellement. Donc on ne peut que soutenir. Donc oui, nous soutenons le PAL, nous sommes même signataires de ce plan. Mais concrètement, sur les résultats, il y a eu un projet, la Maison des travailleurs saisonniers. Hein, on peut peut-être en parler. Mais en fait, sur les résultats concrets du PAL aujourd'hui, nous ne les connaissons pas. Donc c'est sans doute en devenir, mais aujourd'hui, il y a sans doute un potentiel de choses à faire, notamment pour les saisonniers, mais aujourd'hui, il n'y a pas de résultats concrets. Gilles Font, s'agissant des saisonniers, voilà. Vous avez quelque chose à dire? Voilà, en fin de compte, c'est pour continuer à illustrer ce point particulier sur le PAL et ce que le PAL nous a permis de faire à notre niveau à Lourdes. Ça nous a permis aujourd'hui de l'ouverture et la création de la Maison du travailleur saisonnier, avec lequel nous avons beaucoup d'échanges, tout comme avec Pôle emploi par exemple et la mission locale.
mais en particulier la Maison du travailleur saisonnier qui aujourd'hui est au service des saisonniers et des employeurs pour essayer de faire de Lourdes une destination attractive pour les ressources humaines. Il faut savoir tout à l'heure qu'on a parlé de 2019, 2020, 2021, donc 2019 qui est aujourd'hui encore notre année de référence avant crise. Pendant la crise, Lourdes a perdu 1500 travailleurs saisonniers. 1500 travailleurs saisonniers, c'est les chiffres émanant de Pôle emploi. L'an dernier, on a démarré une saison, nous tous professionnels, socio-professionnels, sur la place de Lourdes dans les métiers de l'hôtellerie, avec 400 annonces non pourvues. On a tenu bon an mal an la saison avec un retour, comme l'a dit Hervé, à des chiffres de fréquentation qui revenaient à 2019. Cette année 2024, on espère faire aussi bien, donc passer les fréquentations de 2019. Et le déficit de ressources humaines est quelque chose de criant. Et Lourdes, par le biais du PAL et de la création de la Maison du travailleur saisonnier, doit devenir une destination attractive pour le travailleur saisonnier, avec une saison longue et tout un tas d'avantages qui sont mis à disposition du travailleur saisonnier. Pour collaborer également avec Gelpivac. Hein. Exactement. En fait, le club, et moi-même en l'occurrence, mais le club aussi et surtout, a depuis le début accompagné le groupement d'employeurs Gelpivac pour essayer d'amener là encore une solution diverses et multiples, mais ça fait partie des solutions pour les ressources humaines, pour permettre aux gens de compléter des contrats de travail tout au long de la saison ou sur l'année pour maintenir du personnel dans ce bassin d'emploi qui est Lourdes et la vallée des Gaves. Concernant le PAL, on vient d'en parler, mais plusieurs décisions récentes ont été prises par la mairie de Lourdes et elles sont en réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet? La très forte augmentation du taxe de séjour aussi, on en a parlé. Bon, je vous laisse répondre d'abord, puis j'ai d'autres questions après. Ouais. Alors effectivement, il y a eu une décision récente du conseil municipal de la ville de Lourdes qui a consisté à augmenter significativement le montant de la taxe de séjour donc qui sera payée par les clients des hôtels. Cette augmentation est de un peu plus de 70%. Donc c'est une augmentation qu'on peut qualifier d'énorme. Et cette augmentation a été décidée sans que nous soyons consultés. Donc nous subissons cette augmentation que nous devons répercuter à nos clients en tant que collecteurs. C'est un montant, donc ce montant, cette augmentation est absolument hors norme, on va le qualifier comme ça. Et quand on augmente, quand on applique une telle augmentation, la question c'est quoi le projet en face? C'est-à-dire j'augmente de 70%, mais qu'est-ce que la ville de Lourdes va offrir aux clients de Lourdes, aux touristes, aux pèlerins, aux hospitaliers? C'est quoi la contrepartie de cette augmentation? Et nous avons donc posé la question en réunion avec les socioprofessionnels à monsieur le maire, quand nous l'avons rencontré. Et monsieur le maire nous a répondu que tout ça c'était pour le PAL. Justement, on en parlait tout de suite. Mais en fait, ce dont on a pris conscience, c'est que le PAL ne sera une réalité que lorsque la ville de Lourdes sera désendettée, qu'elle aura à nouveau une capacité d'emprunt, de financement, pour pouvoir effectivement faire appel aux subventions qui sont proposées à travers ce PAL. Donc en fait, cette augmentation va concourir à désendetter la ville, pourquoi pas, mais il faut qu'on le dise aux clients. Donc nous avons demandé à l'Office de tourisme de nous aider, puisque nous sommes des collecteurs d'impôts, donc de nous aider pour structurer cette argumentation. Donc ça a été effectivement partagé en réunion l'autre jour avec monsieur le maire. Nous attendons ce document qui va nous aider à argumenter sur cette augmentation hors norme. Les parkings payants pour tous, y compris pour le personnel dans le Val de la Ville, quel est votre sentiment? Là encore, ça a été une décision à laquelle on n'a pas été informé, on n'a pas été associé. Et c'est d'abord regrettable que les touristes ne puissent pas au moins avoir un endroit non payant à Lourdes. Mais bon, là encore,
c'est comme ça, et c'est une donnée de plus, quoi. Mais ça ne va pas dans le bon sens de l'accueil des touristes. En fait, ce que nous avons compris de M. le maire, c'est que de cet échange que nous avons eu avec lui, c'est que pour le désendettement de la ville, donc il a été décidé effectivement d'augmenter un certain nombre de taxes de séjour, d'augmenter les parkings, mais là effectivement en augmentant les parkings et en élargissant des parkings qui seront demain donc payants, on touche le saisonnier, et ça c'est un très mauvais coup pour le personnel saisonnier de nos entreprises, et qui est encore une fois subi. C'est assez violent comme décision, et demander aux entreprises, comme Monsieur le maire l'a proposé l'autre jour, de prendre en charge tout ou partie de ces coûts de parking, si on met en face de mon propos la situation de nos entreprises extrêmement fragiles, au regard de ces 3 ans de crise profonde et de ce mur de la dette qu'on a en face de nous, je veux dire, qui peut le faire? Voilà, donc c'est une situation qui n'est pas encore avérée, parce qu'on n'est pas en exploitation, mais ça va devenir un sujet extrêmement sensible pour nous tous. Donc c'est un mauvais coup. Il y a également le double sens descendant pour la circulation qui a été instauré tout récemment, qui va depuis le 1er décembre, je crois. Est-ce que c'est une mesure qui satisfait la profession? Alors, c'est une mesure, effectivement, qu'on a appelée de nos voeux, en tout cas en termes de tests, parce qu'effectivement, il y a plusieurs raisons à ça. Encore une fois, si on fait référence au PAL et à l'attractivité qui est recommandée par le PAL pour la ville de Lourdes, il y a d'abord le sujet de la santé des personnes qui sont dans l'essence quand ça monte, avec toutes ces fumées générées par les différents automobiles et autocars et camions qui montent, qui est une réalité, toutes ces pollutions. Donc c'est pas très sain. Et puis surtout, c'est le sujet des GPS. Aujourd'hui, quand vous avez un client individuel qui vient à Lourdes, une fois sur deux, il peut avoir son GPS qui devient fou, parce que le sens par rapport à la programmation a changé. Et donc si on veut prendre des décisions qui sont tournées clients, visiteurs, touristes, effectivement, ça milite pour, une fois pour toutes, statuer sur le sens de la circulation pour que les choses se normalisent. Ce changement tous les 15 jours est une spécificité lourdaise qu'on peut respecter et qui est quand même très étrange dans le monde d'aujourd'hui, notamment avec la croissance de nos clientèles individuelles. La piétonisation, on en parle, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on est ouvert à toute discussion. Ce qu'on souhaite dans ces sujets-là, c'est être associés. Je pense que nous avons des choses à dire. Nous avons des collègues qui sont très concernés par ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut un large consensus pour des mises en place. Mais des évolutions, pourquoi pas? On est ouvert. Nous sommes des chefs d'entreprise. Donc un chef d'entreprise, il n'est pas nature ouvert aux tendances, aux évolutions. C'est normal. Mais voilà, donc il faudra nous solliciter. Juste une chose, le test sur les deux sens des rues qui descendent découle d'une rencontre que nous avons eue et donc d'un échange que nous avons eu. Donc ça prouve que l'on peut quand même avancer. Que l'on peut, oui, être constructif. Avancer ensemble. Donc, oui. Il y a un point sur lequel aussi je voulais, dans les points d'actualité, soulever, c'est le sujet du pont. Oui, j'allais y venir. Ah. Alors ça, c'est un sujet, Pierre pourra en parler, mais oui. Je voudrais juste dire en préambule, est-ce que vous connaissez une ville en France qui, 10 ans après un sinistre, n'a pas pu régler son problème de pont s'il a eu un problème de pont? Ça n'existe nulle part. Donc ce sujet, c'est une véritable arlésienne, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est une anomalie qu'il faut absolument régler une fois pour toutes. Pierre, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Pierre Durand est le premier concerné, puisque je suis juste en face du pont, et effectivement, je suis assez stupéfait de voir que 10 ans après, partout ailleurs, dans toutes les villes, un pont se reconstruit en un an. Nous, 10 ans après, on est toujours dans une impasse, quoi. Donc,
c'était une promesse de campagne, on y croyait tous beaucoup, et aujourd'hui, il y a une grande déception qui s'affiche derrière tout ça. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les riverains, mais c'est très compliqué aussi pour les visiteurs. Et c'est toujours pareil, c'est comme disait Hervé, il faut être orienté visiteur, il faut être orienté client. Aujourd'hui, nos clients, quand ils arrivent, ils veulent pouvoir circuler facilement, ils veulent pouvoir accéder facilement aux hôtels. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Nos clients, aujourd'hui, ils veulent pouvoir se garer facilement. Alors ça, c'est un grand débat aussi qui va avoir lieu par rapport au péage qui se met en place sur le grand parking Péramal, où là, c'est une aberration les plus complètes. Voilà. Donc il y a une grande réflexion qu'il faut mener, mais ce qui est dommage, c'est que c'est des décisions qui se prennent sans que nous en soyons informés. On arrive un matin et puis on découvre, on voit dans des colonnes de presse qu'effectivement, telle ou telle décision s'est prise ou telle et telle chose ne se feront pas. C'est là où effectivement il y a beaucoup de frustration. Est-ce que les bus qui viennent là sont confrontés à des difficultés quand ils tournent sur le pont là? Ils peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas ressortir. Ou pour ressortir, c'est tellement compliqué qu'ils en sont dissuadés, ou ils s'abîment, ils mettent des pètes au pare-choc, etc. Les chauffeurs, ils sont furieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un chauffeur portugais ou espagnol ou italien qui vient à Lourdes, je ne suis pas sûr qu'ils se disent « Oh purée, si je viens à Lourdes, comment j'en ressors ?» quoi. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Hervé Janson, on peut revenir sur l'origine du club, pourquoi il a été créé? Le club est né en 2015, quand justement c'était en lien avec la taxe de séjour, quand Madame Bourdeux à l'époque a mis la taxe de séjour au réel, en pleine saison. Donc ça a créé beaucoup de perturbations, parce que je vous rappelle qu'on est sur un marché de groupe, donc prévendu. Et donc, quand vous ajoutez un coût supplémentaire ou une taxe supplémentaire à quelque chose qui n'est pas prévu, c'était annoncé, je crois, en avril pour une mise à place en juillet, ça a créé beaucoup de désordre. Et c'est à ce moment-là qu'un certain nombre, on s'est retrouvés, on s'est dit, bon, les choses comme ça sont comme ça, la loi est la loi, il faut la respecter. Et c'est là que s'est dit, peut-être que nous pourrions travailler tous ensemble à peut-être davantage nous parler, davantage travailler ensemble, comme ça existe partout en France. Toutes les grandes métropoles hôtelières françaises ont des clubs hôteliers. Et donc on est parti de cette idée-là. Et avec cette idée, c'est d'ailleurs la signature du club, créer du lien. L'idée, c'est de travailler ensemble et de se respecter. Nous sommes tous concurrents, très très frontal. Mais en fait, il y a beaucoup de sujets qui nous animent. Et ça, petit à petit, c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, nous avons 90 entreprises lourdaises qui nous ont rejoints. Donc, on est assez bien organisé, avec un bureau, un conseil d'administration, avec des assemblées générales. On en aura une prochaine fin janvier. Donc, tout ça est assez organisé. Nous sommes adhérents au GHR, Groupement des hôtelleries et restaurations de France, dans lequel on occupe un rôle important du fait de notre représentativité. Et je vous rappelle que, heureusement que nous avions le club au moment du Covid, parce que sinon les aides, la mise en valeur de ce parc hôtelier, de ce qu'il représente pour nous sauver, on n'aurait pas pu être sauvés si ça avait été un traitement individuel. Donc le traitement collectif, effectivement, apporte des bons effets, et nous sommes résolument déterminés à continuer à avancer, et on reste focus sur Lourdes. Nous avons beaucoup de sujets à traiter, mais on va les traiter petit à petit, tous ensemble. La ressource humaine a manqué en début de saison 2023. Pour vos entreprises, quelles sont les perspectives? Alors, Gilles en parlait tout de suite dans son propos. Effectivement, la principale ressource de nos entreprises, ce sont les hommes et les femmes qui composent nos entreprises, ressources humaines. 2023, le début de saison a été compliqué, je ne vais pas revenir sur ce point. En 2024, alors nous sommes en lien avec Pôle emploi, et donc la bonne nouvelle, c'est que 500 saisonniers qui étaient avant le Covid présents à Lourdes reviendraient à Lourdes. Donc ça va nous aider pour voir les postes que l'on veut proposer. Ça sont une source de Pôle emploi qui est tout à fait intéressante, mais ça ne sera pas suffisant. Donc ça veut dire qu'en parallèle de ça, il faut qu'on continue à mener des actions. Nous avons créé il y a 1 an CHR Recrute, une plateforme qu'on a mis en place
avec les différentes sociétés de recrutement et d'intérim de la région. Nous travaillons sur un partenariat avec Purple Campus pour développer des liens avec des écoles à l'étranger. Et puis aussi, nous, plus localement, nous sommes très présents auprès des écoles hôtelières qui sont autour de nous, ici à La Rouza, à Tarbes. Donc on essaye de mailler un peu tout ça pour effectivement que notre place hôtelière soit au juste niveau qui lui revient. Voilà. Alors, avant de conclure, peut-être un commentaire ou un message particulier de l'un ou l'autre. Écoutez, le message est assez simple, c'est que ce qu'on voudrait, c'est, puisque vous me donnez l'occasion, c'est remercier en fait tous les partenaires qui nous ont aidés à traverser cette crise. J'ai cité quelques noms tout à l'heure, cette crise longue et profonde. Nous nous en sortons et nous sommes joyeux de cela. De souhaiter à tous nos ressortissants, tous ceux qui travaillent dans nos métiers d'hôtellerie, de restauration, ici à Lourdes, un joyeux Noël et une très belle année 2024, et sur lequel, avec Gilles, qui est aussi avec sa casquette de président de l'intersyndicale, effectivement, notre engagement, c'est de voir comment on peut tous ensemble encore se rassembler, chacun à sa place, mais tout ça dans l'intérêt du bien commun qu'est Lourdes.